6 juin 1944. Un jour gris se lève sur la Manche, dévoilant un spectacle sidérant. Jamais on n'avait vu pareille armada dans l'histoire de l'humanité. Sur 7000 navires, 130 000 hommes traversent la Manche, sous la couverture de 20 000 avions. Au petit matin, après un déluge de feu, les hommes vont débarquer sur les côtes de France. 20 000 d'entre eux arrivent aussi par la voie des airs. « 10 500 soldats alliés perdus ce jour-là, et presque autant du côté allemand. 11 semaines plus tard, Paris sera libéré et la route de Berlin ouverte. Ce film nous racontera, côté allié et côté allemand, cette gigantesque épopée. Depuis sa préparation en Angleterre dès janvier 1944, jusqu'à son aboutissement durant l'été. Avec les généraux américains, Dwight Eisenhower, Omar Bradley, l'anglais Bernard Montgomery, le premier ministre britannique Winston Churchill, le maréchal allemand Erwin Rommel, et puis aussi, bien sûr, tous les héros, souvent anonymes, qui ont fait ce débarquement. Sans oublier certains hommes, tels le sergent Grant, qui l'ont filmé au péril de leur vie. Tous ensemble, ils ont participé à ce fabuleux événement qui, contrairement à la légende, ne fut pas une marche triomphante. « 1er décembre 1943, conférence de Téhéran. 3 chefs d'État viennent de prendre une décision capitale. Le maréchal Staline, dirigeant de la puissante Russie, prend place, satisfait, en haut des marches, devant le Premier ministre britannique Churchill, soucieux, quelques marches plus bas. Depuis 2 ans, Staline, Churchill et Roosevelt, le président des États-Unis, bataillent pour se mettre d'accord sur la date de ce débarquement à l'ouest de l'Europe. Le sort de la guerre et du monde vont en dépendre. Dès l'entrée en guerre de son pays contre l'Allemagne en juin 1941, le soviétique réclamait l'ouverture d'un second front à l'ouest, destiné à soulager la pression sur ses troupes seules à l'Est face à Hitler. De leur côté, sous l'influence de Churchill qui craignait d'attaquer l'Allemagne de front, les Anglo-Américains avaient vainement espéré l'abattre en passant par l'Afrique du Nord, pour l'envahir depuis le sud de l'Europe via l'Italie. Mais ils avaient été bloqués à hauteur de Naples, sans plus pouvoir avancer vers l'Allemagne. Longtemps, Roosevelt s'était montré hésitant. Il estimait que son pays n'était pas prêt pour cette immense opération. Et désormais, il veut en finir au plus vite avec le Reich et le vaincre en Europe de l'Ouest. Roosevelt souhaite aussi coopérer avec les Soviétiques après la victoire.
Churchill n'a plus qu'à se résigner. Depuis l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, Hitler redoutait une invasion sur les côtes ouest de l'Europe occupée par les Allemands. Dès 1942, il s'était attelé à une tâche gigantesque. Construire un mur le long de l'Atlantique, constitué d'un ensemble continu de fortifications sur 6000 km, de la Norvège à la frontière espagnole. Même si les Allemands soupçonnaient les Alliés de vouloir débarquer dans le Pas-de-Calais, distant de 40 km seulement des côtes anglaises. Les autorités allemandes avaient donc réquisitionné des milliers d'hommes, travailleurs libres, requis du STO, réfugiés, juifs, prisonniers de guerre, pour mener à bien cette construction délirante qui nécessitera plus de 13 millions de tonnes de béton. Décidément, cette fin d'année 1943, la forteresse Europe semble solidement aux mains des Allemands. Le 15 janvier 1944, choisi par Roosevelt pour diriger le débarquement, Ike Eisenhower arrive à Londres pour aussitôt préparer l'opération. Elle porte le nom d'Overlord, suzerain en français, la reine de toutes les batailles. In effect, the stage is being set for the beginning of the great and crucial test all over the world. I am completely confident that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Quelques jours plus tard, Ike présente son équipe à la presse. L'Américain Eisenhower, nommé commandant en chef, son second se doit d'être britannique. Il a donc nommé responsable de toutes les forces terrestres le général Montgomery, dit Monty, héros de la guerre d'Afrique contre Rommel et enfant chéri des Britanniques. Les militaires ont déjà leur plan, mais rien ne doit être révélé. Plutôt posé pour la presse devant une carte aussi défraîchie qu'illisible. Tout ce petit cirque n'empêche pas Montgomery de se mettre déjà sous les sunlights, plus sensible aux caméras qu'aux gesticulations de ses collègues. En réalité, par-delà leur embrouillamini, les militaires ont déjà choisi la France pour débarquer. En Normandie plutôt que dans le Pas-de-Calais. Car si la côte normande est plus éloignée de l'Angleterre, elle est en revanche moins défendue. L'assaut aura lieu au printemps, entre Ouistreham et Carentan, à la base du Cotentin. Et Montgomery a tenu à élargir la ligne de front jusqu'à Caen, pour ne pas être coincé sur un trop petit périmètre le long des plages. Il a aussi voulu étendre le front plus à l'ouest pour se rapprocher du port en eau profonde de Cherbourg, dont il faudra très vite s'emparer pour assurer la logistique d'une puissante armée. Le secret est vital si l'on veut réussir. Les Allemands doivent tout ignorer du plan des Alliés. Et en ce début 1944, ils ignorent toujours quand et où le débarquement se produira. Raison de plus pour faire sonner les grosses caisses de la propagande. Zur Reinigung des Rohres klettert ein Kanonier bis zur Mündung vor.
L'arrivée d'Eisenhower à Londres a cependant confirmé Hitler dans ses craintes d'une invasion à l'ouest. En 1942, il avait nommé maréchal l'un de ses plus brillants généraux, le populaire Erwin Rommel. À la tête de l'Afrika Korps, le renard du désert avait donné bien du mal aux Anglais. C'est donc naturellement que le Führer charge cet énergique guerrier de renforcer encore les défenses de la forteresse Europe. Début 1944, Rommel est en France. L'aviation nazie mobilisée en Allemagne contre les bombardements alliés, il ne pourra guère l'utiliser en Normandie. Tout se jouera donc à terre et sur les plages qu'il juge mal protégées. Il désire établir une ligne de défense continue en comblant les trous entre les points fortifiés. Parallèlement, le maréchal demande d'intensifier le minage du littoral. Mais qu'est-ce qu'une mine? Une goutte d'eau dans la mer, en regard des 1200 km de côtes françaises qui s'étendent du Pas-de-Calais à la base de la Basse-Bretagne. L'énergie déployée par Rommel n'alarme guère Eisenhower. Car depuis des mois, les Anglo-Américains construisent en Grande-Bretagne des ports artificiels, qui évitent d'avoir un vrai port à prendre et leur laissent toute latitude pour choisir le lieu de leur attaque. Cette tâche titanesque n'effraie pas les Alliés. À voir ces phénix, énormes caissons de béton, destinés à être remorqués un jour jusqu'à la côte normande, où ils seront coulés pour constituer une première digue brise-lames. Plateformes où seront déversées des tonnes de matériel, ainsi que les hommes par milliers, avant qu'elles ne soient arrimées aux immenses ponts métalliques qui permettront d'accéder aux plages, quelle que soit la hauteur des marées. Gigantesque puzzle en train d'être rassemblé dans de nombreux ports d'Angleterre. En Grande-Bretagne, les entraînements se poursuivent. Britanniques et Américains font feu de tout bois, même si encore devant des caméras. Ballets aquatiques et effets pyrotechniques sont aussi de mise. Le matériel aussi est testé. Char anti-mine pour dégager les plages. Tapis rigide pour en sortir. Gymkhana sur vague en dur pour s'habituer à la conduite de ces nouvelles jeeps venues d'Amérique. Sans oublier ces nouveaux chars crocodiles qui doivent passer au feu tout ce qui n'aura pas été réduit en cendres sous les bombardements. Les Alliés ont déjà perdu des centaines d'hommes à l'entraînement en Grande-Bretagne. Alors pourquoi choisir encore un tel site si sauvage en pleine Cornouaille? Même si le 4e commando britannique est déjà une unité aguerrie. Parce qu'il faut envisager toutes les topographies de terrain possibles. C'est connu. Donc le SAM ne se lance jamais dans une bataille tant que le rapport de force ne lui est pas éminemment favorable. Venus de l'Utah, du Kansas, de l'Ohio, du Kentucky, ces jeunes boys qui arrivent savent-ils seulement où se trouvent la France et l'Angleterre ?
Pressentent-ils l'enfer qui les attend sur les plages normandes? En février 1944, plus de 800 000 soldats américains sont déjà en Grande-Bretagne. Et les hommes continuent d'affluer. Tout de suite, un certain parfum d'Angleterre, avec l'incontournable petit beignet. Première gâterie, et peut-être bientôt plus, si affinité. L'Amérique continue aussi de déverser son matériel, à l'instar de ces tanks Sherman, appelés à se confronter aux redoutables Panzer de la Wehrmacht. Tandis que pubs et petites villes grises d'Angleterre découvrent ces nouveaux chasseurs bombardiers P-38, dont l'autonomie et le rayon d'action surclassent ceux des avions anglais. Il n'est pas toujours facile de céder la place aux nouveaux arrivants. Il faut bien loger quelque part, quitte à faire évacuer les habitants sous le regard triste des familles. Et les stéréotypes ont la vie dure entre pauvres bougres d'Angleterre et ses cousins gâtés d'Amérique. Ne serait-ce qu'à cause de leurs soldes et rations infiniment supérieures à celles de leurs parents britanniques, plus démunis. Un élément pourtant va faire le lien. Comme ici, par exemple, à Blackpool, jolie station balnéaire où les permissions accordées aux soldats américains et l'intérêt que leur porte la jante féminine risquent fort de se terminer par le plaisir de tout le monde. Sauf peut-être pour les maris absents. Jamais au royaume de Sa Majesté, les divorces et les enfants illégitimes n'auront été si nombreux que durant cette période. Mais à la guerre comme à la guerre. Et vive les petites Anglaises. Fraternization was the order of the day, and it certainly looks as if everything was going according to plan. Il n'y a pas que le bebop pour rapprocher les cœurs. Le général Eisenhower a toujours respecté ses alliés. En mars, il rend visite à la prestigieuse école d'officiers de Sandhurst, celle-là même où le jeune Churchill avait fait ses classes. Et Ike entend bien dire à ses cadets ce qu'il attend d'eux. You young men have this war to win. It is up to you men to give your units, whether it is a tank crew, a platoon, or becomes a company, leadership every hour of the day, every day of the week. You must know every single one of your men. It is not enough that you are the best soldier in that unit, that you are the strongest, the toughest, the most durable, the best equipped technically. You must be their leader, their father, their mentor. Then you will be doing your duty, and you will be worthy of the traditions of this great school and of your great country. Ils ont tous 20 ans, ces jeunes Anglais auxquels Ike s'est adressé avec son humanité habituelle. Sachant que nombre d'entre eux mourront bientôt, fidèles représentants d'un pays qui depuis 4 ans maintenant résiste aux nazis.
Ce même mois de mars, alors que le grand jour se rapproche, c'est au tour de Churchill d'assister à l'entraînement grandeur nature d'une unité parachutiste américaine, sous les yeux d'Ike lui-même. Les actualités cinématographiques anglaises ne s'y sont pas trompées. Elles aussi ont décidé de faire les choses en grand, avec leurs caméras embarquées. À un cigare près, on pourrait s'y croire. Même l'homme au cigare a droit à sa caméra, avec le sourire en pré. Bon nombre de cinéastes utiliseront à l'avenir ces images pour mettre en scène le premier largage des Américains sur le Cotentin, jamais filmé en réalité. Plus important, le chapeau de Churchill désormais totalement engagé dans l'opération Overlord, malgré toutes ses réticences initiales. Si les Alliés sont unis et rassemblés en Angleterre, Hitler est loin des opérations, dans son QG de l'Est, près du front russe. Pire, fidèle à son habitude, il divise pour mieux régner. À l'ouest, il a fractionné le commandement allemand entre le maréchal von Rundstedt, chef de tout le front occidental, et le maréchal Rommel, responsable des défenses côtières. Or, les deux hommes sont en désaccord. Rundstedt veut garder ses divisions blindées à l'intérieur des terres pour pouvoir faire converger toutes ses forces vers les zones précises où auront débarqué les Alliés. Rommel, lui, pense que l'aviation alliée paralysera les mouvements de ses troupes. Il veut donc déjà répartir les blindés au plus près des rives pour rejeter l'ennemi à la mer sitôt débarqué. Mais il n'obtient pas gain de cause. Dès lors, il se concentre plus que jamais sur la protection des plages et dresse des obstacles anti-chars. Il exige aussi l'installation de barrières anti-barges et de chevaux de frise constitués de morceaux de rail formant de redoutables obstacles. Il s'attaque même à la géographie du terrain, afin d'empêcher les parachutages alliés et leurs mouvements de troupes. Quand ils le peuvent, les Allemands inondent l'intérieur des terres côtières. Région du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, où l'infanterie américaine s'exerce à débarquer sur une plage, au pied d'une falaise, où l'ennemi pourrait être posté. Dès lors, vite se mettre à l'abri de la paroi, pour y installer tout de suite la radio destinée à informer ceux qui suivront. Creuser, afin de se mettre à l'abri. Mais si tu tiens ta peau sous le feu ennemi, sans doute, jeune soldat, devras-tu y mettre un peu plus d'ardeur. Attendre le moment propice pour récupérer ton matériel et secourir les blessés. Et si le jour venu, la plage de Galets était impossible à creuser? Et si la marée basse obligeait à plus se découvrir avant d'atteindre les blessés? Comme sur la future plage d'Omaha, si semblable à celle du Devon, mais où les Américains perdront 3000 hommes. Si cette plage ressemble tant à celle sur laquelle les Boys débarqueront un jour, c'est que les Alliés n'ignorent plus rien des plages qu'ils vont envahir. Depuis des semaines, souvent renseignés par la résistance française au prix d'une sévère répression,
les Alliés mitraillent à coups de photos l'ensemble des installations allemandes. Sites protégés ou non, les côtes de la Manche sont passées au peigne fin. Tout y est systématiquement repéré, répertorié. Les renseignements collectés et mis en forme, leurs données sont ensuite intégrées au plan d'attaque des Alliés, bien sûr, toujours secret. Sauf peut-être pour les Allemands, qui risquent de crouler sous les informations, ou plutôt sous les désinformations. Depuis des mois, les services de renseignement alliés abreuvent l'ennemi de fausses informations, destinées à le leurrer sur les lieux du débarquement, en lui suggérant que l'option Pas-de-Calais a été retenue. Sur le sol anglais, l'intoxication aussi est de mise. Avoir installé face aux côtes du nord de la France de faux aérodromes, où fleurissent des avions gonflables. Tandis qu'au sud de l'Angleterre, où les principales forces sont disséminées, approvisionnement, armes et munitions continuent d'être camouflés. En mai, cependant, on ne peut plus dissimuler l'énormité des moyens mis en œuvre. Des centaines de milliers d'hommes sont maintenant regroupés dans des camps afin de les rapprocher de leur lieu d'embarquement et de les isoler des populations pour éviter les fuites. 1, 2, 1, 2, 1, 2, out, back, come on, out, back, back. Mais l'encadrement ne néglige pas le moral des troupes, quitte à mettre un bémol à une discipline tatillonne. Dans cette escadre de la RAF, par exemple, où il ne faudrait pas briser les ailes des aviateurs avant même qu'ils ne s'envolent pour casser les reins de quelques boches en pleine campagne normande. Au milieu des hommes, et bien sûr invisibles, il y a aussi ceux qui filment, auxquels on ne pense jamais. Tous élèves de l'école de cinéma de l'armée anglaise, et tous volontaires, chargés de témoigner pour nous de l'immense événement qui se prépare. Le plus jeune d'entre eux, Desmond O'Neill, 20 ans. Il compte bien couvrir le grand jour. Comme ses collègues, il a été nommé sergent d'office, grade idéal pour rester proche des hommes. Ma caméra était la bienvenue. Elle les distrayait, dira O'Neill. Ce 27 mai, ses camarades font connaissance avec de nouveaux billets. Ces francs français imprimés par les Alliés qui mettront le général de Gaulle en fureur. Il y verra une atteinte à la souveraineté de la France, seule habilité à frapper sa monnaie. Mais pour l'instant, il est tenu à l'écart et même il ignore tout de ce qui se prépare. Ces hommes savaient qu'ils risquaient fort d'être tués. Cela a créé une atmosphère étrange, ajoutera encore O'Neill. Autre caméraman des armées, le sergent Ian Grant, 27 ans, toujours avec son béret écossais. Il a choisi le service cinématographique pour échapper aux corvées et immortaliser ses camarades. Ce 31 mai, Yann les montre recevoir le livret qui les informe sur le pays inconnu qu'ils s'apprêtent à envahir. C'est dans ce camp qu'on a su pour la première fois que notre objectif serait la Normandie, dira-t-il.
Il pointe aussi les quelques denrées supplémentaires auxquelles ont droit des hommes qui se préparent à affronter le pire. Car désormais, ce n'est plus qu'une question de jours. 1er juin, Norman Clagg, l'homme qui ne nous a malheureusement laissé que son clap, nous montre les dernières instructions données à sa compagnie. Il filme de haut, comme s'il aimait déjà prendre des risques. Mais ici, c'est pour ne pas dévoiler le lieu où ses camarades débarqueront. Eux-mêmes ne savent sans doute pas très bien où se trouve Ouistreham en Normandie. Tout est secret. C'est pour cela qu'ils sont à l'isolement depuis 2 semaines. Désormais, les dés sont jetés pour Clagg et les siens qui maintenant partent pour les ports. Début de leur grande aventure. Les Américains parfaitement équipés ne sont pas en reste. Avec leurs 1 500 000 hommes, ils sont désormais plus nombreux sur le sol d'Angleterre que leurs frères d'armes britanniques. Début juin, des centaines de milliers d'hommes quittent leur camp, sous les yeux d'une population venue saluer ces nouveaux braves. Tous affluent vers leur lieu d'embarquement, les 19 ports au sud de l'Angleterre. Tandis que les Britanniques s'embarquent côté Est, les Américains se concentrent dans les ports de l'Ouest. Désormais, ils ne quitteront leur bâtiment que pour débarquer. Les Canadiens, sous commandement britannique, et 3e force alliée, alignent pour leur part 21 000 hommes. Le chargement de 20 000 véhicules, tous entrés par le cul, dans le ventre des navires pour mieux en sortir sur les plages, constitue lui aussi un prodigieux tour de force. Sans compter les milliers de tonnes d'approvisionnement qui vont être transportées dès les 2 premiers jours. Pour donner toutes les chances à son attaque, Eisenhower a dû tenir compte de plusieurs paramètres, notamment l'obligation de faire coïncider une nuit de clair de lune pour mieux voir sans être vu, et une marée à mi-hauteur à l'aube, pour débarquer. Début juin, seules les dates du 5, 6 ou 7 conviennent. Pour bénéficier de la surprise, le plus tôt sera le mieux. Ike décide que le débarquement aura lieu le 5 juin. Mais depuis quelques jours, le temps se gâte. Le 4 juin, alors même que les premiers bâtiments basés dans le nord de l'Angleterre font route vers la Manche, une tempête éclate. Elle oblige Eisenhower à rappeler au port les bateaux déjà partis. L'opération Overlord est désormais menacée, car les mouvements initiés risquent d'alerter les Allemands. Nuit et jour, Ike et ses collaborateurs restent suspendus à la météo. Elle n'annonce rien de bon, si ce n'est un report de 2 semaines de l'opération. Ce serait une catastrophe. Il faudrait remotiver les hommes, et la campagne d'été serait abrégée de 15 jours. Dans les ports où Eisenhower doit retarder le départ des navires qui n'avaient pas encore pris la mer, l'attente aussi est pénible, qui vous fait tourner en rond comme des crocodiles dans un marigot.
Ce 4 juin, le jeune Desmond O'Neill est au travail au milieu de ses camarades de la 3e division britannique, sous un vent qui n'a pas encore l'air de tomber. On était juste là, assis à bord, n'ayant rien d'autre à faire que manger ou fumer. On ne manquait pas de vivre. J'avais moi-même de quoi manger pour 10 hommes. Il y avait comme un sentiment d'amère désillusion. Nous ne savions toujours pas où nous allions, si ce n'est qu'on devait traverser la Manche. Plus tard, on nous a dit que nous débarquerions à Lyon-sur-Mer. Ça ne disait rien à personne. C'est connu. Les Canadiens ont toujours eu le sens de la religion, pour y puiser sans doute le secours dont ils auront bientôt besoin. Jamais services religieux ne furent suivis avec autant de ferveur que ce dimanche 4 juin 1944, dans tous les ports du sud de l'Angleterre. Côté américain, on tente de rester efficace, car on sait que des hommes qui s'épuisent à attendre deviendront encore plus vulnérables le jour venu. Le 4 juin au soir, les prévisions météo sont un peu moins pessimistes. Elles prévoient une accalmie le lundi 5 et le mardi 6 juin. Cette nuit-là, en une demi-heure, Eisenhower prend une décision qui met en jeu le sort du monde. Ce sera le 6 juin 1944. Dès le 5 juin, l'énorme machine se met en marche. L'aviation alliée attaque les régions et les villes du nord et de l'ouest de la France pour empêcher l'accès de la Normandie aux Allemands. Les Anglo-Américains ne font pas dans la dentelle. 3 jours durant, la Normandie sera écrasée sous les bombes, faisant presque 4000 victimes. Ces bombardements ont suscité d'âpres discussions entre Eisenhower et Churchill, effrayé du poids de la haine qui risque de s'accumuler chez les Français. À la surprise des Alliés, la résistance française a répondu « C'est la guerre. Il faut admettre qu'il y aura des tués. » Le 3 juin, à Alger, le général de Gaulle a transformé le Comité français de libération nationale en gouvernement provisoire de la République française. Jusqu'alors, il n'a pas eu son mot à dire. Les Alliés ont tout caché aux Français. Mais à l'heure où s'annonce la libération du pays, les Anglo-Américains ont besoin du général pour s'assurer de l'entière coopération de la population et de la résistance française. Le 4 juin, convoqué par Churchill, il est parti pour l'Angleterre, bien décidé à se faire entendre. Il refuse que les Alliés dictent leurs lois. Bien que ceci ne lui confie pas entièrement le pouvoir, l'ombrageux général consent à soutenir Overlord. Le 5 juin, sur mer, les manœuvres de diversion continuent. Des dizaines de petits navires font cap vers le nord du Havre. Ils activent leurs cheminées comme autant d'écrans de fumée. Pour dissimuler leur importance véritable et faire croire à un convoi de gros navires traversant la Manche,
vers un point situé nettement au nord des plages normandes. Le général Eisenhower a toujours considéré que la place d'un chef était auprès de ses hommes, avant et pendant la bataille. Ce 5 juin, en fin d'après-midi, sur l'aérodrome de Greenham Common, à quelques heures du décollage, il rend visite aux hommes de la 101e division aéroportée américaine. Ils seront parmi les premiers à atteindre le sol de France. Derrière son sourire, Ike a l'air un peu tendu. Raison de plus pour prendre une mine réjouie et rassurer leur chef. Ce jour-là, Eisenhower reste jusqu'au bout, jusqu'au décollage du dernier avion. Un peu plus loin, à défaut d'être encouragés par leur chef en personne, leurs camarades parachutistes éclaireurs se donnent du courage à leur manière. Réel peau-rouge d'origine, ou simple mythe américain du guerrier indien, leur peinture de guerre n'en permet pas moins à ces Iroquois de 20 ans de se chauffer à blanc. Quand il n'est pas bariolé, leur visage est passé au noir de fumée pour être moins visible. Outre leurs armes et parachutes, ces hommes doivent aussi sauter avec leurs émetteurs radio pour signaler les zones balisées sur lesquelles les planeurs qui suivront déposeront le gros des troupes. Trois types pour hisser un para qui a 50% de risque d'y rester et qui le sait. Ce même soir, Ike écrit une lettre dans le cas où le débarquement tournerait au désastre. Elle prouve que les Alliés ne sont sûrs de rien. Ma décision d'attaquer à cette période et à cet endroit était basée sur les meilleures observations possibles, écrit-il. S'il y a eu des fautes ou des erreurs commises lors de cette tentative, j'en porte l'entière responsabilité. Depuis des semaines, en effet, les Alliés peaufinent un plan maintenant bien établi. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les défenses côtières allemandes devront être anéanties sous les bombes. Avant que l'artillerie navale ne pilonne à son tour, à l'aube, 70 km de côte. Les Britanniques, avec les Canadiens, se chargeront du flanc droit de l'invasion. 3 plages leur ont été assignées, Third, Juno et Gold, situées entre Ouistreham et Arromanches. Les Américains s'occuperont du flanc gauche. Les plages d'Omaha et d'Utah leur ont été dévolues. Les Britanniques devront s'emparer de Caen au plus vite. La ville commande en effet un important nœud de communication par où les Allemands peuvent acheminer leurs renforts. Elle ouvre surtout sur une plaine qui doit permettre aux blindés alliés de se déployer et aux avions de se poser sur des aérodromes provisoires. Les Américains devront remonter vers Cherbourg, qu'ils ont prévu de prendre 8 jours plus tard pour pouvoir débarquer les centaines de milliers d'hommes et tout le matériel nécessaire à la suite de l'offensive. Le 6 juin, à partir de 3h15 du matin, les bombardiers alliés commencent à pilonner les positions allemandes dans tous les secteurs du débarquement. À l'aube,
L'artillerie navale alliée prend le relais afin de pulvériser le mur de l'Atlantique. La plage d'Omaha, près du Cotentin, doit ouvrir le bal. Les Américains doivent s'en emparer pour ensuite faire la jonction avec leurs camarades d'Utah. Arrivés trop tôt ou trop tard sur les lieux, les bombardements aériens ont manqué leur cible. L'artillerie navale n'a pas fait mieux. L'heure précoce du débarquement, déterminée par la marée, ne lui a pas laissé le temps de mener à bien le pilonnage prévu. Le gros de l'attaque échoua aux GIs de la célèbre Big Red One, unité expérimentée. Mais on leur a adjoint le 116e bataillon, composé de jeunes boys qui n'ont encore jamais connu l'épreuve du feu. Pour éviter les tirs ennemis, les barges ont été mises à l'eau trop loin des côtes, au milieu d'une mer agitée. Les hommes s'y entassent, chargés comme des mules. Quand le bruit du premier éclat percute nos oreilles, on se jette à plat ventre dans les vomissures, sans plus surveiller la côte qui s'approche, raconte Robert Capa, seul photographe présent ce jour-là. À peine sur la plage, les hommes sont cueillis par une défense allemande quasi intacte, qui les tire comme des lapins. Le vent a fait monter la mer plus vite que prévu. Les vagues d'assaut suivantes s'empalent sur les obstacles de Rommel, obligeant les hommes à débarquer dans une eau profonde. Incapables d'avancer, tous se regroupent au centre de la plage, réduits à envoyer le même message d'une effroyable concision. Sommes cloués sur place par artillerie ennemie. Crucifiés plutôt. Comme le montrent les rares clichés restants de Capa, tous les autres ayant été accidentellement détruits. Un courant violent déporte les embarcations. Les hommes se noient, entraînés par la charge de leur matériel. La mer est rouge, rouge comme Omaha la sanglante, où les hommes sont en perdition. Le commandement américain envisage de stopper l'offensive. Ce choix désespéré signifierait l'abandon des troupes déjà débarquées. Les morts et les blessés se comptent déjà par centaines. Leur sacrifice aurait été vain. L'arrêt des opérations laisserait aussi ouverte une énorme brèche sur la continuité du front allié, alors même que la gigantesque machine de guerre est lancée à plein régime. En effet, ce 6 juin, le jour maintenant levé dévoile l'armada de 7000 navires qui s'approchent des côtes normandes. Comme toujours, Ike n'est pas loin. Et à 9h45, il s'adresse au monde et aux siens par la voix de la BBC. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. Sur un front de 70 km, il y a pratiquement un bateau tous les 250 mètres, couvert par 11 000 avions.
sont munis de bandes blanches pour permettre à l'artillerie alliée de les identifier et de ne pas tirer sur les appareils amis. Heureusement, tous les secteurs de la côte ne ressemblent pas à celui d'Omaha. D'autant que les Allemands, égarés par la désinformation des Alliés, croient toujours à une attaque sur le Pas-de-Calais et peinent à s'organiser. Il a bon dos l'infranchissable mur de l'Atlantique. De même lors des CA qui s'épuisent à tourner en rond. Ce jour-là, l'aviation alliée effectue quelques 10 000 sorties. Insensible aux fleurets mouchetés d'une défense allemande souvent dépassée. Tandis que les B-26 déversent leurs dernières bombes à l'intérieur des terres. Les avions d'attaque entrent à leur tour en action. Les défenses côtières ne sont pas les seules frappées. Les bases aériennes sont aussi visées afin de clouer au sol ce qu'il reste de l'aviation ennemie. Les nœuds de communication, routes, ponts, lignes de chemin de fer sont systématiquement pilonnés. La résistance française n'est pas en reste, qui, après la phase de renseignement et sabotage, passe maintenant à l'attaque et cherche à empêcher les Allemands d'acheminer leurs renforts sur le front. Du coup, sous l'action conjuguée des Alliés et des résistants, les troupes allemandes appelées de Bretagne et du sud de la Loire peinent à arriver. Rommel avait raison, lui qui voulait dès le départ concentrer les troupes aux abords des plages pour arrêter les assaillants. La 3e division britannique fait cap sur la plage de Seure. Elle doit d'abord neutraliser les défenses de Ouistreham et s'emparer de Caen le jour même. Le 45e Royal Commando écossais, filmé par leur compatriote le sergent Ian Grant, de débarquer à Ouistreham. Cette fois, on y était, raconte Grant. J'ai tout de suite filmé cette gigantesque armada comme je le pouvais, car j'étais quasiment au niveau de la mer. On nous avait donné de sacrées rations, et aussi des pilules contre le mal de mer. Mais avec ces effluves de diesel, la plupart d'entre nous, même les plus forts, étaient malades. Le ciel était noir d'avions. On avait dit à certains de passer à basse altitude, tandis qu'on nous signalait par haut-parleur les marques spécifiques qui distinguaient les avions amis. On avait dit aux hommes d'ignorer le plus possible les caméras. C'étaient des acteurs naturels, plongés dans leurs pensées, vivant leur expérience propre. Je n'avais pas peur car il n'y avait aucune crainte sur leur visage.
Juste le désir de sortir de ce satané bateau qui leur donnait le mal de mer. Plus on s'approchait de la plage, plus le vacarme devenait assourdissant. Dans la précipitation, une rampe s'est cassée. Tout le monde a convergé vers la même passerelle. Restez à descendre du mieux possible. Votre sac sur le dos, vous poussez vers le bas. Grant et les siens ont été préservés du premier assaut. Pour eux, le plus dur commence. Faire la jonction avec les troupes parachutées derrière les lignes allemandes. Un autre caméraman est déjà sur Surd. Le plus jeune d'entre eux, le sergent O'Neill, arrivé 45 minutes avant Grant. C'est lui qui filme les derniers soubresauts de la bataille. Au milieu d'une fumée grise, tout semblait irréel. Ce n'était pas une bataille telle qu'on pouvait l'imaginer ou la voir dans les films. Les sorties de la plage étaient souvent engorgées. On ne pouvait guère se dégager. J'ai suivi un peloton d'infanterie qui essayait aussi de s'extraire. Quand soudain, sa caméra tressaute, il est touché à son tour. Le temps de tourner encore quelques plans avec son bras valide, et il est rapatrié en Angleterre le soir même pour y être soigné. Au revoir, jeune O'Neill, et bravo à tous tes camarades qui ce jour-là ont conquis la plage de Surd, au prix de 600 tués et blessés. Tous perdus dans la masse de ces inconnus, dont la plupart avaient à peine 20 ans. Tandis que maintenant, nombre d'Allemands faits prisonniers sont rassemblés sur les plages. À quelques kilomètres de Surd, la plage de Juneau, en secteur canadien. Objectif, la prise de Carpiquet, l'aéroport de Caen. Qu'ont-ils en tête ces jeunes soldats qui ont parcouru 8000 km pour venir débarquer à Bernières, petite station inconnue de la côte normande? Ici, c'est bien la première vague d'assaut qui est filmée. La seule de tout le débarquement. Mais par une caméra automatique arrimée au bastingage. Pourtant, même l'œil froid d'une caméra mécanique ne saurait tout ignorer d'un geste humain. Bientôt, apparaît la toute première maison française, libérée en Normandie. Elle coûte la vie à une centaine d'hommes que les caméramens alliés ont reçu l'ordre de ne pas trop montrer. Plutôt donné à voir les premiers prisonniers allemands et la colère d'un patriote français à leur égard. La reddition des Allemands ne peut occulter les difficultés rencontrées par les hommes sur les plages de Juneau, où une mer mauvaise complique le débarquement et l'arrivée des deuxièmes vagues d'assaut. Bilan, 300 jeunes Canadiens tués.
Leur sacrifice n'a pas été vain. La plage conquise, leurs camarades vivants s'avancent sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres vers Caen. Déjà leur première récompense. Ces jeunes Françaises, ravies de voir leur pays libéré par des hommes dont beaucoup parlent français, même s'ils ont un accent bizarre. Pourtant, à Portsmouth, au QG des Alliés, et malgré le sourire de l'amiral anglais Ramsay, fier du rôle de sa flotte, le général Eisenhower semble toujours soucieux. Depuis le début de la matinée, les messages se succèdent, tantôt alarmants comme à Omaha, tantôt encourageants comme à Utah ou dans le secteur britannique. À voir le visage d'Eisenhower, on se dit cependant qu'à cette heure, rien n'est encore joué. En effet, 6 heures après avoir débarqué à Omaha, les Boys sont toujours bloqués au pied de la falaise. Les Américains privilégient toujours les hommes, quel que soit le surcroît d'intendance nécessaire. Même les premières vagues d'assaut sont pourvues d'une structure médicale bien rodée, avec médecins et infirmiers pour prendre en charge au plus vite les blessés, fussent-ils des ennemis. Jamais les secours n'auront été plus utiles que sur Omaha la sanglante, où s'entassent désormais morts et quelques prisonniers. 3000 Américains perdus sur la plus meurtrière des 5 plages du débarquement. Pourtant, en fin de journée, le soleil revenu et après que les premières lignes aient enfin réussi à s'extraire de la nasse, l'arrivée des troupes reprend sur Omaha. Cette fois, on peut dire que le débarquement a réussi. Reste maintenant à gagner la prochaine bataille, celle de la Normandie et de la France. Le général Montgomery arrive 2 jours plus tard. Il a de quoi être soucieux. Toujours désireux de disposer d'un rapport de force écrasant en sa faveur avant d'agir, il a tardé à mettre ses blindés en action et n'a pas réussi à s'emparer de Caen comme il devait le faire dès le premier jour. De plus, ses troupes soulagées d'avoir réussi à débarquer sans trou de casse font preuve maintenant d'un certain manque de mordant. Leurs caméramens en témoignent à leur façon, qui se baladent, découvrant ces premiers drôles de Français, que l'on fait aussi poser pour les besoins de la cause, même si ceux-là ont plutôt l'air de s'y prêter volontiers. Ce 8 juin, Norman Clegg, l'homme au clap, nous montre déjà ses premiers moments d'apaisement, où prisonniers et blessés de la Wehrmacht n'ont plus à craindre leur ennemi d'hier. Cinq jours encore, et Clegg sera tué sous le feu allemand. Chez lui, compassion et morbidité n'auront jamais été très éloignées. Mais ces images montrent bien aussi le relâchement qui, au lendemain du D-Day, s'est emparé des Anglais. Un ralentissement dont les Allemands vont profiter.
Si les forces allemandes, maintenues à l'arrière du front, conformément aux directives de Rundstedt, n'ont pu refouler les Alliés à la mer, elles réagissent maintenant. 2 divisions blindées, dont la fameuse 12e Panzer Hitlerjungen SS, contre-attaquent les 7, 8 et 9 juin. Elles barrent la route de Caen aux Britanniques et aux Canadiens. Les Allemands organisent aussi la défense de la ville, depuis l'extérieur de la cité. Du coup, les bombardements sur Caen s'avèrent inopérants. Ils permettent par contre à la propagande allemande de montrer ses soldats partager le sort des habitants. La Wehrmacht reste maîtresse de la ville, tandis que pour les premiers réfugiés, l'approche des libérateurs sonne comme un départ. La contre-attaque allemande a aussi isolé certaines troupes aéroportées alliées. Souvent larguées de manière imprécise, elles n'ont pas réussi à assurer la jonction avec leurs camarades venus de la mer. Beaucoup sont capturés, mais peu semblent résignés. Les troupes aéroportées américaines ont perdu pour leur part plus de la moitié de leur matériel. Et 1 soldat sur 5. Tous ces hommes ont payé cher l'honneur d'être les premiers à fouler le sol de France. Leur trop grande dispersion a eu cependant le mérite d'ajouter à la confusion des Allemands, leur faisant croire à un largage beaucoup plus important qu'en réalité. Et maintenant, ce sont ceux de la 81e qui rejoignent la terre, avant que leurs camarades ne leur rendent un dernier hommage. Le 9 juin, les Américains s'emparent de la petite ville d'Isigny, elle aussi rageusement bombardée pour en déloger définitivement les Allemands. Ce verrou empêchait les forces d'Omaha et d'Utah de se rejoindre pour se lancer ensuite sur Cherbourg. Isigny prise, le front allié désormais réuni s'étend sur 100 km, de Ouistreham à la base de la péninsule du Cotentin. Et par-delà les gravats, vers où regardent-ils ces habitants d'Isigny? Peut-être plus loin, vers la mer, où un pavillon français flotte enfin sur la Manche. Les Alliés solidement établis sur les côtes, il est temps de faire venir le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Charles de Gaulle n'a jamais besoin qu'on l'aide. Surtout lorsqu'il retrouve enfin la France, à Courseulles, après 4 années d'exil.
La veille, Churchill, toujours un peu méfiant, a écrit à Montgomery. « Je dois vous infliger une visite du général de Gaulle. Je ne pense pas que vous deviez l'accueillir sur la plage. Il sera bien suffisant qu'il arrive à votre quartier général. » De Gaulle n'a qu'une journée à passer en France. Lui aussi est pressé. Le temps de dire à Montgomery ce qu'il a envie d'entendre, l'Anglais lui cède enfin la vedette. Monty charge aussi Norman Johnson, son propre caméraman, de suivre de Gaulle, si ce n'est de l'épier. Bien qu'habitué aux coquetteries de son chef, Johnson sent tout de suite que le français est une good story. Difficile de le suivre, dira-t-il. Heureusement, il était grand. Il ne changeait guère d'expression, toujours sérieux, mais il créait l'ambiance. Il ignorait toujours la caméra, ou du moins, il semblait l'ignorer. Bref, déjà, une graine de star. À Bayeux, partout des gens heureux de voir enfin des hommes qui ne sont pas sous la botte allemande. Signe d'une nouvelle souveraineté française. D'autant que le général tient ostensiblement à se montrer avec les siens et des hommes de la résistance, sans aucun anglo-américain. Avant de se diriger vers la mairie où il installe ses hommes, sans en référer aux Alliés. Il leur dénie toute responsabilité dans les choix politiques de la France et les oblige à reconnaître, de fait, son pouvoir sur le terrain. Si les hommes n'ont pas eu besoin de port pour débarquer, ils ont besoin maintenant de leur port artificiel pour continuer la bataille. Car il faut bien que la logistique soutienne les centaines de milliers de soldats alliés. Chaque jour, de 150 à 200 bâtiments déversent quelques 7000 véhicules, 15 000 tonnes de ravitaillement et des milliers d'hommes dans le port d'Arromanches côté anglais et dans celui d'Omaha côté américain. Mais bientôt le temps se gâte et risque encore une fois de tout compromettre. Jamais depuis 40 ans une telle tourmente en Normandie. Avec à l'intérieur des aires de mouillage, des bateaux devenus des chiens fous. Le rempart des caissons s'avère incapable de résister au cataclysme. Pire, certains dérivent, laissant s'engouffrer les flots. Quais de déchargement et passerelles flottantes se disloquent, balayées comme des fétus de paille. La tempête va durer 4 longs jours qui interrompent l'approvisionnement et le renfort des troupes. Le matin du 23 juin dévoile le triste spectacle des navires et des épaves qui par centaines jonchent les plages. Si les ingénieurs anglais réparent vite à Romanche, le port des Américains Omaha demeure hors d'usage. Ils ont 10 jours de retard sur leur plan. Il leur faut s'emparer au plus vite du port en eau profonde de Cherbourg. Bien qu'encerclée, la ville est toujours aux mains des Allemands. Le 26 juin, enfin,
l'infanterie américaine pénètre dans les faubourgs de Cherbourg. Ce même jour, devant une presse qu'il ne semble guère apprécier, le général von Schlieben, commandant de la garnison, se rend. Si ce colosse sait s'essuyer les pieds devant son vainqueur, le jeune général Collins, l'Allemand s'assoit aussi sur son serment fait à Hitler de préférer la mort à une honteuse reddition. Comble de flétrissure, Schlieben s'est soumis avant même ses hommes, qui le lendemain se rendent à leur tour. Les Américains ne sont pas toujours des tendres, ce qui peut se comprendre. Depuis le jour J, ils ont déjà perdu 22 000 hommes. À voir la moyenne d'âge des prisonniers, vieux ou très jeunes, on constate le délabrement de la Wehrmacht, dont les troupes les plus aguerries sont surtout mobilisées à l'Est pour combattre l'armée rouge. 36 000 prisonniers à Cherbourg, chiffre énorme au regard de ce que peut capter une caméra, sauf qu'elle aussi parfois étonne et frappe. Avec la prise de Cherbourg s'écroule l'une des dernières pièces du mythique mur de l'Atlantique. Même si, contrairement à leurs hommes, une certaine morgue se lit toujours sur le visage des officiers faits prisonniers. Mais peut-être aussi une certaine honte. Après Cherbourg, Hitler procède à une reprise en main de l'armée allemande sur le front ouest. Il a limogé von Rundstedt, qui avait suggéré de faire la paix, et l'a remplacé par von Klug, plus docile. Rommel, accablé par le jusqu'au-boutisme du Führer, lui, sait qu'il ne reste au mieux qu'à retarder le désastre. Eisenhower, de son côté, est aussi inquiet. Certes, les Américains ont conquis Cherbourg, mais Montgomery n'a toujours pas pris Caen, à partir de laquelle il devait percer les lignes allemandes. Installée à l'intérieur des terres, la Wehrmacht a l'avantage de l'espace avec les possibilités de ravitaillement et de renfort qu'elle confère, alors que les Alliés restent toujours enfermés le long des côtes de la Manche. Dès lors, les Américains n'ont d'autre choix que de tenter de percer le front ennemi dans le Cotentin. Pas facile à faire dans une région de bocage où les haies avantagent la défense. Voir sans être vu. Un atout pour l'ennemi dans cette bataille à laquelle les boys ne sont pas préparés. Dans ce labyrinthe en damier, quelques combattants résolus peuvent arrêter un bataillon. Et quand ils doivent céder un de ces champs carrés, suffit qu'ils reviennent ensuite par les côtés. Les chars américains, obligés d'emprunter les routes et les chemins, sont alors des cibles faciles. Ils le sont encore quand ils doivent franchir les levées de terre à la base des haies et qu'ils offrent aux ennemis leur ventre dépourvu de blindage.
Bilan de ces pièges. Des milliers de GIs tués et une percée ratée dans ce maudit bocage. A goddamn country. Une saleté de pays. Cette fois, les Anglais, devant les difficultés des Américains, se doivent d'en finir rapidement avec Caen. Montgomery décide enfin d'employer les grands moyens. Il a demandé le renfort de l'aviation. Plus de 2500 tonnes de bombes sont déversées sur la ville. Certains avancent, d'autres partent. À quoi bon se regarder? C'est comme ça. Après 2 jours de combats acharnés, 115 000 Anglais pénètrent à l'est de la ville, aux 3/4 détruite. Le 13 juillet, Montgomery arrive à son tour. Il lui aura fallu plus d'1 mois pour s'emparer d'une partie de Caen qu'il espérait prendre dès le premier jour, et d'où devait partir la percée des Alliés. Décidément, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les habitants ont beau hisser le drapeau à croix de Lorraine, seule une partie de la ville est prise. Ce qui n'empêche pas la propagande anglaise de faire croire qu'entre habitants de la ville au sans clocher et soldats britanniques, on trinque. Au revoir et merci encore. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Pareil bombardement et leurs 2000 morts. Alors même que les défenses allemandes étaient situées hors de la ville, était-il nécessaire ? Le débat encore aujourd'hui reste ouvert. Chacun réagit comme il peut. Qui étais-tu, toi, l'Allemand, jouant au même moment de l'orgue dans cette église normande en ruine? Un fou? Un salaud de Boche? Un Allemand mélomane? Ou un simple soldat perdu d'Hitler, désormais dépassé par le délire de son chef, et qui essaie d'oublier cette atmosphère de fin du monde? Quelques jours plus tard, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, débarque à son tour. Il tient à se rendre compte en personne de l'état des opérations dans le secteur de Caen. Mais Montgomery a beau jouer les guides touristiques. C'est plus sa voiture qu'il domine que la plaine de Caen, encore aux mains de la Wehrmacht. 10 jours après la prise de la ville, les Anglais n'ont toujours pas percé les lignes allemandes. Et ce n'est pas l'agitation de Churchill qui y change quelque chose. Pour Eisenhower, qui espérait une rupture du front ennemi dans ce secteur, c'est une déception totale, compte tenu des moyens énormes déployés. Le commandant en chef fait dorénavant de plus en plus confiance au discret général 3 étoiles, Omar Bradley, qui a organisé le débarquement d'Omaha et d'Utah avant d'aller s'emparer de Cherbourg. Eisenhower apprécie son calme, sa lucidité et son efficacité.
Bradley pense que la percée du front ennemi devra se faire par les Américains et dans le Cotentin. Nom de code de son opération, Cobra. Comme un serpent qui se détend et vous saute à la gueule. Pour aider les hommes à se dégager du bocage, Bradley a prévu d'écraser d'abord sous les bombes les positions allemandes sur la ligne de front qui sépare les deux ennemis. La percée une fois effectuée, ses troupes s'élanceront simultanément vers la Bretagne, ainsi que vers la Seine et la Loire. Le 25 juillet, l'aviation alliée attaque la route entre Saint-Lô et Périers, où les deux armées sont au contact. La fameuse division blindée du général Lehr, le second du maréchal Rommel, est anéanti sous les bombes. À partir de ce périmètre d'enfer, les hommes peuvent enfin sortir du bocage. Ils créent ce breakout, cette brèche dans le front ennemi si longtemps attendue. En plus, la pêche est bonne à voir tous ceux qui se rendent, même si parfois elle ramasse quelques menus frottins. Dans ce bestiaire qu'est devenu la Normandie, les chars sont désormais équipés de lames pour cisailler les haies et franchir les derniers kilomètres de bocage. Avant même la fin juillet, la percée réussie, les blindés américains atteignent Coutances, Avranches et Granville, dernier port normand avant la Bretagne. Début août, la 2e division blindée française débarque à son tour à Utah Beach. Depuis des mois, des années, ces Français avaient tout quitté pour combattre les Allemands et les Italiens en Afrique. Tandis qu'ils s'apprêtent, cette fois, en vainqueurs, à fouler à nouveau leur cher sol de France. À leur tête, le général Leclerc, sec comme sa canne, mais aussi valeureux que droit. Tout aurait dû porter cet aristocrate du côté de Vichy. Mais il a choisi de suivre De Gaulle dès juin 40. Et maintenant, c'est en libérateur qu'il débarque. Sa division est intégrée à la 3e armée américaine, avec laquelle elle va enfin pouvoir participer aux opérations sur le sol national. Quartier général de Bradley. Sous les objectifs du cinéaste américain George Stevens, Montgomery, jamais insensible aux caméras, décore quelques soldats yankees. Ça, il sait bien faire. Poussé par Eisenhower, l'Anglais a accepté de laisser la direction de la bataille finale aux Américains. Pour la mener à bien, Bradley compte aussi sur un certain général Patton. L'homme au pistolet à la crosse d'ivoire est un fonceur. Au premier pet de travers, on s'attend à ce que je les sorte de leur merde, a-t-il coutume de dire. Ça tombe bien. Au petit matin, les Allemands tentent une opération de la dernière chance. Depuis la plaine de Caen, ils lancent une contre-attaque à Mortain, espérant rejeter les Alliés à la mer. L'offensive planifiée par Hitler en personne
est aussitôt enrayé par les Typhoon lance-roquettes des Alliés. Cette affaire n'avait aucune chance de succès, écrira Von Klug avant de se suicider. Elle aura été la dernière offensive allemande. Pire encore, à Mortain, Bradley a laissé volontairement l'ennemi s'enfoncer dans le flanc allié. Désormais, les Allemands sont coincés entre les Américains au sud et les Britanniques au nord. Bradley va pouvoir enfin effectuer la manœuvre à laquelle il pense depuis longtemps. Prendre l'ennemi en tenaille entre les divisions britanniques venues de la plaine de Caen et les armées américaines plus au sud, avant que les deux mâchoires de son piège se referment entre Argentan et Falaise sur une Wehrmacht en retraite. Sitôt la contre-offensive allemande stoppée à Mortain, Patton et ses divisions se sont élancés vers le Mans, en direction de Paris. Mais maintenant, une partie d'entre elles bifurque vers Argentan et entreprennent le large mouvement de faux qui encercle les Allemands. Tandis qu'au nord, les Anglo-Canadiens opèrent la jonction entre alliés. La Wehrmacht a été laminée et Eisenhower pourra écrire « Le champ de bataille de Falaise fut sans conteste l'un des plus grands champs de tuerie qu'aucun secteur de la guerre eût jamais connu. C'était un spectacle que seule la plume d'un Dante eût pu décrire. On pouvait avancer sur des centaines de mètres sans interruption en ne marchant littéralement que sur des chairs mortes et pourrissantes. « 5 à 6 000 morts du côté allemand. À voir la tête de ceux qui ont été capturés, on sent qu'Eich n'a pas exagéré. Il faudra plusieurs jours pour évacuer les 30 à 40 000 prisonniers de Falaise. Pour eux, la captivité est une victoire, celle de la vie sur la mort. La Wehrmacht a mobilisé de nombreux hommes dans les pays qu'elle occupe. Tous n'ont pas eu à cœur de défendre leur Reich jusqu'au trépas. Cette fois, c'en est fini de l'Allemagne en Normandie. Falaise terminée et ses prisonniers évacués, les armées de Patton ont franchi la Seine et la Loire. Dès lors, Eisenhower a atteint les deux limites fixées par le plan Overlord. Il désire passer maintenant à l'étape suivante, la poussée vers le Reich. Le 19 août, un rideau de fumée plane sur Paris. Au sol, à l'approche des Alliés, la ville s'est insurgée. Et c'est d'abord et surtout la Wehrmacht qui décide d'abandonner Paris. À regarder, vu du ciel, ces convois systématiquement évacuer la ville en direction de l'Est, sans trop se soucier des barricades érigées. Éternelles mêmes images et unique action réelle à avoir été filmée. 5 Allemands en flammes. Ce qui n'ôte rien à ces hommes qui se sont insurgés avant l'arrivée des Alliés, et aux dizaines d'entre eux qui sont morts en combattant l'armée allemande en déroute. Le lendemain, De Gaulle déboule chez Eisenhower. Eich veut éviter de faire de Paris un autre champ de bataille.
Ils préfèrent encercler la capitale pour forcer les Allemands à se rendre et cueillir la ville comme un fruit mûr. C'est compter sans l'éloquence du Français qui persuade l'Américain de se lancer sur la ville pour éviter un possible bain de sang et neutraliser l'ascendant des résistants communistes à Paris. Haig se laisse convaincre et Bradley accepte de détacher la 2e DB de Leclerc qui s'était illustrée à Falaise pour qu'elle entre la première dans Paris et y reçoive la capitulation allemande. Mouvement immédiat sur Paris. Après quelques combats sévères au sud de la capitale, dès l'approche banlieue, le ciel est déjà bleu, les femmes souvent en rouge, les hommes en chemise blanche et le monde en tricolore. Pour accueillir les premiers Leclerc Boys aux portes de Paris. Et maintenant, dans la ville même, la liesse ne demande qu'à se muer en ivresse. Ce jour-là, l'homme du 18 juin a gagné son pari. Le miracle a eu lieu. La France écrasée et humiliée en 40 est bel et bien du côté des vainqueurs. Dès lors, place à l'historique cortège des Champs-Élysées qui assoit sa légende. Mais c'est là une histoire bien française. La nôtre se termine le lendemain sur une place de la Concorde moins magique. À la tête d'un pays à l'avenir politique encore incertain, De Gaulle a demandé à Eisenhower de conforter son autorité aux yeux des Français. L'Américain y consent volontiers, et le général Bradley n'est pas en reste. Mais ce n'est pas sa seule modestie qui le tient en retrait. Tandis que De Gaulle est placé au centre. Eisenhower a tenu à faire défiler devant le Français les troupes US qui vont poursuivre le combat contre le Reich. Les Américains savent que dans le monde bipolaire d'après-guerre qui se prépare, ils auront besoin de la France à leur côté en Europe. Notre histoire aura été haute en couleurs, à partir d'images d'origine souvent en noir et blanc. Mais après tout, couleur ou noir et blanc, qu'importe, puisque chacune nous aura montré à sa manière le destin de tous ces hommes du débarquement, si souvent confondus dans la masse. Qui étais-tu, perdu parmi les tiens, l'homme qui maintenant se retourne? Qui que tu sois, à jamais, merci à toi.